La conférence SKF. Alors, nous accueillons donc Anne-Gaëlle Lachèvre, Franck Camacho, Quentin Roland. Bonjour à tous. Melvin Bonjour. aussi Lenevet qui est avec nous. La Bonjour. conférence va se passer de la manière suivante, donc pendant 25-30 minutes de présentation interactive entre les trois conférenciers, les trois intervenants de SKF. Et puis ensuite, vers 11h35, 11h40, nous allons répondre aux questions qui peuvent être posées par le chat, hein, je le répète, par le chat sur la plateforme du forum. Donc nous pourrons y répondre, on fera le rapporteur auprès des conférenciers, ils répondront en live. Et puis la conférence ira jusqu'à 11h50, 11h55. Melvin, est-ce que vous voulez dire un mot? Alors, oui, je vais donc présenter globalement les deux aspects qui vont être développés pendant la conférence. Donc, le titre de cette conférence, c'est Les premiers pas en tant que jeune ingénieur et les évolutions du métier d'ingénieur. Et donc, ça va être l'occasion de partager, d'avoir un partage d'expérience de la part de deux collaborateurs d'SKF sur deux aspects. Donc, c'est le choix du premier poste et aussi l'évolution du métier d'ingénieur dans l'entreprise. Donc, je vous laisse la main. Très bien, mais merci donc beaucoup à vous. On vous laisse la main, on vous laisse la présentation et puis on revient, on vous écoute et on revient vers vous dans une demi-heure. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Gaëlle Lachèvre, je suis responsable du recrutement pour la France. Ravie de participer à cette conférence. J'en ai déjà vu certains peut-être en vrai l'année dernière, mais bravo d'abord pour l'organisation de ce forum virtuel qui nous permet quand même de pouvoir échanger. SKF, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une entreprise suédoise qui est née en 1907. En résumé, on peut se dire que partout où il y a quelque chose qui tourne, il y a nos solutions qui sont présentes. Donc le roulement, c'est notre cœur de métier, mais on s'est entouré aussi de force autour de ce produit pour lui apporter une valeur ajoutée et aussi répondre à des besoins spécifiques pour nos clients, pour ne pas être simplement un fournisseur d'un produit, mais apporter des solutions. 130 pays dans le monde, environ 46 000 collaborateurs. Et si maintenant on fait un peu plus le focus sur la France, on a deux forces en France. La première, c'est qu'on arrive en 1908, donc très, très, très peu de temps après la création du groupe. On est environ 3 000 collaborateurs. Et la deuxième force, c'est qu'on a 8 sites en France avec de nombreuses unités de production et des productions très variées où sont représentés nos trois secteurs d'activité qui sont l'industrie, l'automobile et l'aéronautique. On travaille sur 5 domaines de compétences qui sont tout ce qui va être autour des roulements et des ensembles roulements, des solutions d'étanchéité, des solutions mécatroniques et tout ce qui est autour de systèmes de lubrification et enfin des services. La digitalisation, on en parle beaucoup, c'est aussi notre quotidien. Donc, qu'il s'agisse de roulement capteur, de maintenance conditionnelle, de tout ce qui est usine connectée. Donc, on propose des opportunités et des défis qui sont passionnants aussi pour les collaborateurs qui nous rejoignent. Il paraît qu'il y a simplement la Terre qui tourne sans l'aide de SKF. Ça signifie qu'on essaye aussi de la faire tourner un peu mieux. Donc, on a une très forte politique de partenariat. Notre volonté, c'est de nous positionner comme un acteur actif et engagé dans la performance des équipements du futur et les grands changements qui vont être demain dans notre société. Donc, on a deux axes, nous, par rapport à la RSE et à ce qu'on fait, donc au niveau des axes techniques et performance des éléments tournants. Tout d'abord, on a une très belle collaboration technique avec la Fédération française de cyclisme, avec un bel horizon en 2024 avec les Jeux olympiques. On propose aussi de la dotation de pièces techniques ponctuellement par rapport à des beaux projets, que ce soit pour l'auto, pour le racing, pour aussi des projets caritatifs. Et puis l'autre axe de la RSE, je vous parlais qu'il y en avait deux. Le second, c'est ce que nous sommes. Alors, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a tout ce qui est lié à l'intégration et au handicap. Un exemple, ça s'appelle Meet the World. C'est un tournoi qu'on organise de présélection pour envoyer une équipe en situation de handicap mental.
à la Gothia Cup, qui est le plus grand tournoi de foot de jeunes qui existe. Il y a tout ce qui est autour de la santé et de la prévention. Là, je vais citer aussi un autre exemple. On avait une collaboratrice, Claudine, qui nous a malheureusement quittés des suites d'un cancer. Et donc, il y a une association qui a été créée pour la recherche contre le cancer. Et donc, on collabore avec tous les employés SKF en courant, voilà, en ayant différentes actions pour soutenir cette belle association. Et enfin, il y a tout ce qui est autour du développement du savoir et des connaissances et des transformations dans l'industrie. Et donc là, eh bien, il y a vous, les partenariats avec les écoles qu'on peut avoir. Il y a la collaboration comme l'usine extraordinaire qui a eu lieu au Grand Palais il y a quelques temps. Et puis aussi une association qui s'appelle Elle Bouge, parce que la place des femmes est importante aussi dans l'industrie. Et puis après, il y a beaucoup d'autres actions aussi qui sont menées localement auprès de nos sites. Donc ça peut être un critère de sélection, vous, demain, dans le choix de l'entreprise avec laquelle vous avez envie de travailler. Et donc, ça me permet de faire le lien maintenant avec Quentin et Franck qui ont accepté de pouvoir partager leur expérience. Et donc, je vous propose qu'on commence avec Quentin, qui après s'être présenté pourra un petit peu nous faire partager, lui, comment il a fait ses choix. Quentin, c'est à toi. Merci Anne. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je m'appelle Quentin Roland, je suis actuellement responsable du pôle R&D Software à SKF Vernon. Comme disait Anne, il y a plusieurs SKF en France. Il y en a un à Vernon, entre Rouen et Paris, où je travaille. On est spécialisé dans les paliers magnétiques, donc là c'est l'aspect mécatronique dont parlait Anne juste avant. Je suis arrivé, mon premier job a été à SKF en tant qu'expert système embarqué. Et ensuite, au bout d'un an et demi, 2 ans, je suis passé responsable R&D software. Avant ça, j'étais à Polytech Orléans en prépa et Polytech Nice en cycle ingénieur. Donc, je connais bien l'univers Polytech dans lequel vous êtes ici. Mon intervention aujourd'hui, c'est pour parler donc du choix du premier poste. Moi, mon premier poste, comme j'ai pu vous le dire juste avant, c'était à SKF en tant qu'expert système embarqué, et ça s'est transformé assez vite avec un poste avec beaucoup plus de responsabilités et d'enjeux derrière. Et donc, je vais plutôt parler de ma vision sur comment trouver son premier poste. Déjà, vous avez une réflexion à avoir avec vous-même pour ce choix. Qui va commencer par déjà une question géographique. Est-ce que vous voulez travailler à l'étranger, pas à l'étranger? Est-ce que si c'est pas à l'étranger, ça peut être n'importe où en France ou ça va être un endroit spécifique? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser vous-même au niveau de votre situation. Ça peut être parce qu'on vit avec quelqu'un et qu'on veut se restreindre à une certaine zone géographique ou qu'on préfère avoir plus d'opportunités en visant l'ensemble de la France, voire l'ensemble du monde. Ça sont des questions qu'il faut que vous vous posiez vous-même, mais qu'il faut absolument vous poser pour ne pas vous dire ensuite, quand vous avez des offres ou autres, vous dire « Ah, mais finalement, ça ne me plaît pas trop si c'est aussi loin ou quoi que ce soit ». Il faut vraiment que vous sachiez dès le départ votre point de vue sur où vous voulez travailler. Même si c'est ouvert dans le monde, vous aurez plus facilement d'opportunités, mais il faut que vous sachiez d'abord avant de commencer à faire des recherches pour ce premier job. Et ensuite, il va y avoir des questions qui vont être plus autour du domaine, du cadre, voire du poste lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels je veux ou je ne veux pas travailler? Quand je veux dire domaine, c'est que vous avez des spécialités au sein de Polytech, mais malgré le fait que vous ayez des spécialités, il y a tout de même des domaines d'activité des entreprises qui font que vous n'avez peut-être pas envie de travailler pour une entreprise ou une autre entreprise. On a régulièrement d'expériences des conversations souvent avec nos amis quand on est en école d'ingénieur sur est-ce qu'on a envie d'aller vers une entreprise qui peut faire de l'armement, par exemple. Ça, c'est une question qu'on a souvent entre étudiants. Il y a des questions comme ça à se poser sur vers quel type d'entreprise, vers quel secteur d'activité j'aimerais me tourner.
Et ensuite, vous avez aussi des questions à vous poser au niveau du cadre, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'aller vers une entreprise qui va faire du service? Est-ce que je veux aller dans une grande entreprise qui va avoir plusieurs sites dans un pays, voire au niveau mondial? Est-ce que je préfère m'orienter vers une start-up? Il va y avoir cet environnement qui va dépendre de ça va va avoir un impact assez grand sur la manière d'être dans ce premier poste. Et c'est important que vous vous posiez aussi la question dans quel environnement je préfère être. Chacun a ses spécificités, ses attirances pour ça, mais il faut se poser la question aussi vers quoi je veux me tourner. Et ensuite, vers quel poste exactement j'ai envie d'aller, parce que ça revient un petit peu au domaine. Même si vous avez fait une spécialité en particulier, il y a peut-être des choses particulières au sein de votre spécialité qui vous attirent plus que d'autres. Par exemple, moi, j'ai fait des études en système embarqué. Système embarqué, ça va être divisé entre du hardware et du software. Et dès le début, c'était plutôt la partie software, la partie logicielle qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait des recherches plus sur cette partie-là et non pas vers la partie hardware, dans laquelle j'aurais très bien pu postuler parce que j'avais les compétences qui me permettaient de le faire. Mais j'ai choisi de viser plutôt tout ce qui était orienté plutôt logiciel. Donc, c'est pareil, ça, c'est des questions à vous poser. Vers quoi exactement, dans mon domaine d'activité, j'aimerais me concentrer. Et puis, il y a tout ce qui va être un petit peu extra. Entrer dans une entreprise, c'est aussi se fixer un endroit. C'est aussi travailler pour une entreprise qui va avoir une certaine vision. C'est un petit peu ce que Anne vous a dit juste avant. Par exemple, SKF participe à énormément d'événements, etc. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement enrichissantes pour les personnes. Moi, je sais que je voulais absolument être dans une entreprise qui proposait du sport le midi. Je tenais à pouvoir faire du sport le midi dans mon entreprise. En l'occurrence, c'est quelque chose qui m'a permis une intégration très facile avec tous les domaines de mon entreprise. Il faut savoir qu'à Vernon, on a de la fabrication à la RI, donc fabrication, vente, achat, industrialisation, R&D et RI. Ce qui fait qu'on a énormément de secteurs avec lesquels on peut parfois ne pas du tout discuter si jamais on n'a pas d'événements comme ça. Et avoir une entreprise qui peut proposer des choses un petit peu extra entreprise, ça peut permettre de trouver un certain enrichissement personnel. Et c'est aussi quelque chose à laquelle il faut réfléchir avant de s'engager et de chercher un nouveau poste. Ça peut être des points qui sont réellement importants à prendre en compte. Donc ça, c'est toutes les questions qu'il faut vous poser. Où est-ce que je veux travailler, dans quel domaine, dans quel type d'entreprise et quel poste. Et ensuite, pour le choix, pour comment trouver plutôt exactement, pour conclure, il y a énormément de manières de trouver un job. Je vais le lister juste après. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut avant de chercher. Ça va vous restreindre le secteur où vous cherchez, ça va vous restreindre les recherches, donc vous allez faire des recherches plus efficientes. Et surtout, ça vous permettra de ne pas être déçu par rapport à des recherches où vous vous dites finalement, en fait, je n'ai pas envie, ça vous évite de perdre du temps à ce niveau-là. Donc, pour comment trouver, vous avez toutes les choses un peu classiques. Pensez à mettre à jour tout ce qui est profil LinkedIn, Viadeo, APEC, etc. Ça vous permet, notamment avec des recherches déjà enregistrées, de faire rapidement des recherches pour savoir comment trouver des emplois. Ça vous permet aussi parfois d'être contacté directement grâce à votre profil. Ça a été mon cas. On est venu me contacter pour. Je vois Anne sourire parce que c'était elle la coupable dans l'histoire. Donc je la vois sourire. Donc c'est important d'avoir ces profils-là à jour parce que parfois on peut venir vous chercher et vous proposer des opportunités que vous n'aviez pas vues et qui une fois l'aventure continuée, vous dites ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Donc c'est très important d'avoir vos profils à jour pour avoir cette chance-là aussi d'être recruté par des personnes qui vous ont repéré alors que vous n'aviez pas eu, vous ne les aviez pas repérés. Pensez à faire tout ce qui est forum, comme vous faites là actuellement, étudiants, mais il y a aussi des forums qui sont aussi pour les gens qui ne sont pas étudiants, notamment ne serait-ce que regarder les programmes, par exemple, ça peut vous permettre d'avoir une idée des entreprises qu'il peut y avoir. C'est souvent classé par secteur d'activité en plus, donc c'est assez facile de retrouver ça.
Et si jamais vous avez des entreprises spécifiques qui vous intéressent, il ne faut pas non plus hésiter à aller voir les offres directement sur leur site et même carrément les contacter en leur expliquant pourquoi cette entreprise-là vous intéresse et savoir s'il y a des opportunités au sein de cette entreprise. Donc voilà, pour conclure et donner la main ensuite, rappelez-vous, pour le premier choix, ce qu'il faut, c'est que vous vous posiez déjà des questions avec vous-même pour savoir exactement qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme premier job. Merci de m'avoir écouté et puis je repasse la main à Anne pour qu'elle fasse la transition. Merci beaucoup, Quentin. Donc, merci pour ce partage d'expérience. Je vous propose maintenant de découvrir le parcours de Franck et qu'on parle un petit peu de l'évolution du métier d'ingénieur ces dernières années. À toi, Franck. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. J'ai préparé un petit support pour vous permettre de pouvoir suivre la conversation. Donc, je m'appelle Franck Camacho. Je suis actuellement Operational Manufacturing Manager pour l'usine de Bearing Factory à Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, comme vous l'a dit Anne-Gaëlle, il y a 8 entités SKF en France et le site de Saint-Cyr-sur-Loire est le site le plus important puisqu'il regroupe au total environ 1300 employés avec des activités aussi variées et diverses que déroulement pour l'industrie, l'automobile, le ferroviaire, la mécatronique. Il y a un laboratoire de recherche. Bref, pas mal d'activités diverses et variées. Moi, je suis basé donc dans l'unité qu'on appelle Bearing Factory. Et donc, je vais profiter de cette… Attendez, voilà. Oui. Donc, je vais vous parler je vais déjà me présenter un peu plus en détail. Et puis, mon parcours, surtout, je voudrais partager mon expérience en tant qu'ingénieur chez SKF. Vous présenter mon métier et pourquoi j'ai choisi cette filière ingénieur. Comme vous l'a dit Quentin, il y a l'avantage d'être ingénieur, c'est qu'on a diverses opportunités, mais il faut savoir un peu ce que l'on veut faire. Ensuite, je vous parlerai de l'évolution du métier d'ingénieur que j'ai observé et puis il y aura des questions-réponses dans la journée et même juste après, donc j'y répondrai si nécessaire. Qui je suis donc, comme je l'ai dit, donc Franck Camacho, j'ai 48 ans, marié, 2 enfants, ça c'est pour le côté privé. Mon parcours, en fait, moi, je n'ai pas suivi ce qu'on appelle la voie royale, j'ai toujours été plutôt pragmatique, donc j'ai fait un DUT génie mécanique productique à l'UT de Bourges, et puis derrière, j'ai intégré Polytech Tours, à l'époque, ça s'appelait l'école d'ingénieur de Tours, et j'ai été diplômé en 1997. Et pour revenir sur ce que disait Quentin, dans le choix de votre premier job en tant qu'ingénieur, il ne faut pas attendre la dernière année pour se poser la question. Je pense que, enfin moi je suis intimement convaincu qu'il faut vous poser la question dès votre première année d'école d'ingénieur parce qu'il y a un élément très important en plus des options que vous avez sélectionnées, ce sont les stages que vous allez faire. Et les stages, ne les sous-estimez pas parce que cela peut avoir un impact très fort sur les candidatures et sur le recrutement que vous allez être amené à faire pour intégrer une entreprise. Je sais par expérience, et je pense que c'est toujours le cas, qu'en école d'ingénieur, on vous demande souvent d'avoir des expériences diverses et variées dans vos stages. Moi, j'ai fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité en fait, de faire mes 3 années de stage au sein de SKF Saint-Cyr-sur-Loire. Alors, c'était un petit peu un pari osé, puisque, comme je l'ai dit, tous les profs nous disaient qu'il faut avoir des expériences variées pour pouvoir ensuite montrer que vous êtes mobile, que vous pouvez vous adapter. Moi, en fait, la chance qu'SKF m'a donnée dès ma première année d'école d'ingénieur, c'est qu'ils m'ont offert la possibilité de mener un projet de A à Z sur les 3 années, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir un CV assez quand même complet. J'ai pu montrer et démontrer que je pouvais mener un projet du début à la fin. Et puis surtout, par chance, ça m'a permis de me montrer auprès d'SKF. Et donc, juste après mon école d'ingénieur, bon, j'ai eu le service militaire, mais derrière, j'ai pu intégrer SKF. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu diverses postes variés, on va dire. En fait, j'ai intégré SKF en tant que chef de projet supply chain, puisqu'à l'époque, le projet que j'avais mené pendant les 3 années n'était pas complètement fini. En fait, il fallait que l'on transfère des lignes de production d'Allemagne sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, j'ai terminé ce projet. Et puis, très rapidement, moi, j'ai toujours voulu intégrer la production. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc, j'y reviendrai après
pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Donc, j'ai pu intégrer un poste de responsable production et puis ensuite, j'ai pu faire de la qualité. Et ça, on va dire que ces 3 premières expériences ont été sur les 10 premières années. Et puis derrière, le groupe, dans les années 2000-2005, ont décidé de commencer à déployer le Lean. Donc, je suppose que vous en avez entendu parler lors de vos formations, vous allez en entendre parler, parce que je pense que c'est un élément très important sur lequel vous, en tant qu'ingénieur, vous allez devoir vous appuyer dans les années à venir. Donc, j'ai eu la chance d'être formé par SKF pour déployer le Lean sur Saint-Cyr-sur-Loire. Et puis l'avantage, et c'est un autre aspect que je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Quentin, c'est que SKF étant un groupe international, j'ai eu la possibilité d'intégrer l'équipe Lean au niveau groupe. Et donc, pendant une dizaine d'années, ma responsabilité a été de déployer le Lean dans l'ensemble des usines du groupe. Alors, ça m'a permis de créer mon réseau à l'international, de pratiquer bien entendu l'anglais, et ça j'y reviendrai aussi, c'est un des aspects importants en tant qu'ingénieur, ne le sous-estimez pas. Et puis surtout, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, parce qu'il faut aussi le dire, dans le monde entier, et ça c'est un avantage de travailler dans un groupe international, aussi bien l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord, l'Asie, excepté on va dire le Moyen-Orient et l'Afrique, puisque nous n'avons pas d'usine sur ce continent, mais j'ai pu courir le monde entier pendant 10 ans. Et puis derrière, au bout de 10 ans, j'aurais tendance à dire, une fois qu'on a goûté à la production, on y revient à un moment ou à un autre. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir revenir sur le site de Saint-Cyr et de prendre un poste à plus haute responsabilité. Je vais revenir après, ce qu'on entend par Operational Manufacturing Manager, mais en me disant maintenant, qu'est-ce que je vais faire de différent par rapport à mes 10 premières années en tant que responsable de prod, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser de mon expérience Lean pour pouvoir travailler différemment et aider le site à se développer. Donc, voilà un peu pour mon parcours, divers et variés. C'est les avantages, je pense, de pouvoir travailler dans un grand site industriel comme Saint-Cyr. Donc, ça aussi, il faut vous poser la question, est-ce que vous voulez travailler dans une petite PME ou dans un grand site? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. L'avantage de la PME, c'est que vous allez peut-être être amené à faire plusieurs postes en même temps. Un grand site industriel comme SKF, par exemple, vous allez être sur une fonction, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir énormément de possibilités d'évolution tout au long de votre carrière. Si bien entendu, vous atteignez vos objectifs et que vous répondez à l'attente de votre employeur. Le deuxième critère qu'il va falloir sélectionner, c'est est-ce que vous voulez travailler dans une PME ou dans un grand groupe, et pourquoi un grand groupe si vous souhaitez intégrer un grand groupe. Moi, personnellement, j'avais toujours voulu, à un moment ou à un autre, pouvoir travailler à l'international. Je l'ai fait grâce à cette expérience Lean, mais j'ai eu plusieurs opportunités que je n'ai pas acceptées pour diverses raisons, où on me proposait des postes à l'étranger sur plusieurs années. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez vous poser comme question pour pouvoir choisir votre premier poste. Voilà, le poste d'Operational Manufacturing Manager que j'ai pu atteindre maintenant chez SKF. Donc, en fait, j'ai la responsabilité de l'ensemble de la production pour Bearing Factory, des services maintenance, des services shop floor, donc c'est tout ce qui est approvisionnement en composants des lignes de production, et puis l'assistance technique, donc c'est le support à la production et au changement de série. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Bearing Factory, c'est environ 600 machines, 650 employés, 350 à 400 sont sous ma responsabilité actuellement. C'est un peu plus de 11 000 clients et puis c'est environ un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comme je vous l'ai dit, ça regroupe aussi bien des clients divers et variés que l'industrie, donc le petit distributeur qui vend des roulements pour les machines et outils, jusqu'à des clients automobiles comme Volkswagen, PSA. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Mon rôle, pour faire simple, c'est coordonner l'ensemble de ces services que vous avez sur ce slide, coordonner l'ensemble des services sous ma responsabilité pour tenir les objectifs, sécurité, zéro accident, qualité, zéro réclamation client, livraison, c'est tous les jours être sûr que l'on va mettre en place les moyens humains et techniques pour pouvoir livrer les clients en temps et en heure tout en respectant les coûts. Pourquoi j'ai choisi la production et plus particulièrement Operational Manufacturing Manager? Je dirais que c'est la diversité tous les jours. C'est
c'est un avantage et un inconvénient, mais c'est très difficile de faire un agenda parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent se passer en production que on va dire que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc ça, c'est très intéressant. C'est des fois un peu fatigant, je ne vous le cache pas, mais c'est quelque chose qui m'anime et me motive énormément. La responsabilité, comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai quand même plus de 350 personnes sous ma responsabilité et ça, c'est une fierté, mais c'est aussi un challenge qui m'intéresse énormément. Et puis l'autonomie, j'ai la chance d'avoir un poste où mes responsables me laissent toute autonomie pour atteindre les objectifs que vous pouvez voir au-dessus, à moi de mettre tout en œuvre pour pouvoir les atteindre. L'évolution entre quand je suis arrivé chez SKF et maintenant, je dirais, vous à votre niveau, en plus de savoir si vous voulez travailler pour une PME ou pour un grand groupe, si vous voulez travailler à l'international ou rester plutôt local, savoir si vous voulez être plutôt dans la production, la qualité, la mécatronique, enfin bon, bref, c'est divers et varié. Je pense qu'il y a 3 aspects que, où que vous soyez, il faut prendre en compte et surtout ne pas négliger dans les années à venir. Le Lean, pour moi, ça a été une révélation, ce que j'ai découvert avec SKF et que l'on voit maintenant dans quasiment toutes les entreprises, tous les groupes. C'est vraiment une philosophie, un outil très puissant qui vous permettra, vous, de vous démarquer pour pouvoir atteindre vos objectifs et aider votre future entreprise à se développer et à améliorer ses performances. Donc, je vous invite, si vous n'avez peu ou pas eu de cours sur le Lean, de vous renseigner parce que très certainement, lors de vos entretiens, ça pourra vous être posé comme question, quel est votre niveau de connaissance dans le Lean, et puis ça pourra aussi vous permettre de vous démarquer par rapport à la concurrence, c'est-à-dire d'autres candidats ingénieurs. Le deuxième aspect, le 4.0, je pense que vous en avez entendu parler, c'est vraiment la nouvelle révolution technologique, la nouvelle révolution industrielle. On ne peut pas y échapper, c'est comme le Lean, et je pense que les deux sont liés, Lean et 4.0. Mais là aussi, où que vous soyez, du moment que vous travaillerez pour une industrie, vous serez confronté au 4.0. Donc, vous devez vous y préparer là aussi pour pouvoir être prêt le jour J lors de vos entretiens d'embauche. Et puis le dernier, ça je dirais que ça a toujours existé, mais de plus en plus avec la mondialisation, avec la vitesse à laquelle on échange des informations et à la vitesse à laquelle l'économie évolue, l'international est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui et encore plus demain, un ingénieur devra être prêt à pouvoir bouger à l'international ou en tout cas à avoir des contacts réguliers à l'international. Moi, en ce qui me concerne, même si je suis en production, je dirais que c'est tous les jours plusieurs échanges, soit par mail, soit par téléphone, avec des collègues à l'étranger. Donc l'anglais est vital, ce n'est pas négociable. Si vous n'avez pas un niveau suffisant d'anglais, vous devez prendre des cours en supplément parce que ce sera rédhibitoire si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour pouvoir parler anglais. Donc voilà, ce sont les aspects qui, je pense, vont continuer à évoluer en tant que métier d'ingénieur et pour lequel vous devez être prêt. Voilà pour ma part. Merci Franck. Alors, on va passer donc à l'étape des questions. Je vais poser ma première question donc à Quentin Roland. Vous étiez de formation à Polytechnique. Est-ce que au final votre premier poste chez SKF, vous étiez donc jeune ingénieur. Quel a été le temps pour changer de poste progressivement d'activité? En fait, cette mobilité interne je veux dire, de prise en responsabilité au fur et à mesure chez SKF? Alors, ça a été 2 ans après mon arrivée. En l'occurrence, ça s'est fait parce que j'étais au sein d'un pôle RI en tant qu'expert système embarqué. Et il y a une réorganisation de la R&D électronique avec laquelle on avait beaucoup d'interactions, ce qui fait qu'ils ont mergé, c'est très software ce que je viens de dire, ils ont fusionné le pôle RI avec la R&D électronique en remodelant la R&D électronique en 3 pôles, convertisseurs de puissance, hardware et software. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai eu l'opportunité de postuler pour ce poste. Donc ça a mis 2 ans, mais c'est surtout lié à une
à un événement particulier qui a fait qu'il y a eu cette opportunité. Et ensuite mon responsable et SKF m'ont accompagné pour savoir si j'étais vraiment prêt. Et ensuite, SKF m'a aussi formé. J'ai eu des formations pour être manager. Donc ça, c'est un des avantages aussi d'avoir un grand groupe, c'est qu'on a des formations qui est d'ailleurs une formation d'une très très grande qualité, qui se passait à Saint-Cyr avec plusieurs personnes dans mon cas, qui devenaient managers de l'ensemble des entreprises SKF en France qui étaient réunies pour cette formation. Ok, d'accord. Donc ma prochaine question, elle est à Anne-Gaëlle. C'est au niveau donc de la formation interne. Ça représente à peu près combien en volume horaire ces formations en interne qui sont proposées aux salariés de l'entreprise? Alors, une colle pour vous répondre exactement sur combien d'heures ça correspond. En tout cas, c'est une chose qui est importante dans le développement des collaborateurs, c'est de les accompagner avec la formation et c'est ce qu'on fait tout au long du parcours collaborateur. Donc, comme Quentin vous le disait, quand il y a un besoin particulier de formation et de développement, eh bien, on accompagne les collaborateurs pour pouvoir se développer. Après, ce que je souhaiterais rajouter, c'est que sa carrière, on se la construit. Donc, comme le disait Franck, c'est d'abord montrer l'envie, la motivation qu'on a, l'interne des objectifs qu'on nous fixe, et puis montrer qu'on a envie d'aller plus loin. Et donc, SKF accompagne à tous les stades de la carrière pour pouvoir justement faire grandir les gens dans l'entreprise. Si je peux me permettre, Anne-Gaëlle, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on a un objectif en interne qui est entre 2,5 et 3% du temps de travail en formation. Alors, ça va des formations diverses et variées, secouristes, jusqu'à on offre des formations de langue, d'outils informatiques. On a aussi énormément de formations, comme l'a dit Quentin, en management pour aider les futurs managers. On a des formations d'économie, on a des formations qui se font en France, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand on travaille dans un grand groupe. Mais il faut compter environ entre 2,5 et 3% du temps de travail. Ok, d'accord. Et donc, et après, c'est pour ça que c'était difficile de répondre en temps horaire par personne, parce que ça dépend des périodes en fait dans sa carrière où on va avoir besoin d'être peut-être plus accompagné que d'autres. Donc voilà. Mais en tout cas, l'accompagnement, il est constant, on va dire, dans l'accompagnement collaborateur durant sa carrière chez SKF. Ok, donc j'ai une dernière question à Monsieur Camacho. Donc c'est en à peu près 10 ans, vous avez eu 3 postes. Alors les 3 premiers postes, c'est à peu près en 10 ans. Est-ce qu'au final, cette assez forte mobilité sur les premières années, elle est spécifique à la production ou elle est aussi valable pour d'autres services de l'entreprise? Parce que vous avez commencé plutôt supply chain au début pour un poste responsable production. Est-ce que c'est une caractéristique qui est plus spécifique à l'activité sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire ou Alors, je dirais qu'il y a 2 facteurs, la taille du site et puis la fonction. Plus le site est grand, plus vous aurez d'opportunités d'évolution. Ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, peut-être que je me trompe, parce que je n'ai pas eu d'expérience sur des petites entreprises. Mais l'avantage de travailler pour un grand site et si vous n'êtes pas mobile, et en tout cas pour un grand groupe, c'est que tous les jours, vous avez des opportunités d'évolution. Nous avons un système interne de messagerie où on reçoit des job postings tous les jours, aussi bien en France qu'à l'étranger, diverses et variées. Et j'aurais tendance à dire que l'avantage d'SKF, c'est qu'on n'est pas cantonné à une fonction et on peut évoluer, si on montre à nouveau l'envie et la volonté, vers diverses fonctions. Le deuxième aspect, c'est par où on commence. Moi, je suis intimement convaincu que quand on commence en production, ça nous ouvre énormément de portes. Parce que la production touche aussi bien le côté humain, donc management, mais aussi la partie maintenance, qualité, méthode, supply chain. Donc, travailler en production nous permet de toucher à tous ces aspects-là et ensuite, c'est un peu plus facile pour pouvoir évoluer sur d'autres fonctions. Donc, ces 3 postes-là, au début de ma carrière, sont arrivés parce que je vais démontrer mon envie de vouloir évoluer vers la production. Si j'étais parti sur d'autres voies, je ne sais pas si j'aurais eu toutes ces opportunités-là, ça je ne peux pas le savoir.
Ok, merci. Je vais me permettre de rebondir par rapport à ce que Franck disait. Alors, même si moi, je ne suis pas ingénieur de formation, mais je vais prendre mon cas à moi. Donc, moi, j'ai fêté mes 20 ans chez SKF. Donc, il y a des personnes qui pourraient se dire, enfin, ou peut-être qui sont en train de se dire, ouah, le dinosaure, quoi, 20 ans dans la même boîte. Et ben, en 20 ans, j'ai eu 5 fonctions très différentes. Moi, je suis arrivée dans les ventes chez SKF à l'international. Après, je suis allée vers du marketing et la communication. Après, j'ai fait du business développement pendant plusieurs années. Après, je suis passée aux achats aussi à l'international et j'ai rejoint les ressources humaines il y a un peu plus de 5 ans maintenant, presque 6. Donc ça aussi, c'est montrer qu'on peut avoir des passerelles. Donc l'envie, quand elle est là, il y a aussi, et c'est l'avantage, je pense aussi des grands groupes, c'est d'accompagner et de faire confiance. Alors que ce soit comme Quentin, jeune embauché qui, au bout de 2 ans, voit l'opportunité de pouvoir prendre sous sa coupe une équipe. Franck, qui a eu des grosses responsabilités à l'international et qui a pu revenir et maintenant, voilà, qui est en charge d'une énorme équipe sur Saint-Cyr. Donc, je pense que la chose la plus importante, c'est de se faire plaisir aussi. Et son plaisir passe après par la motivation qu'on dégage, l'envie aussi qu'on montre aux gens. Et ça permet de pouvoir. Voilà, il ne faut pas avoir la crainte de se dire bah voilà, je vais commencer ma carrière en tant que cette typologie d'ingénieur, et ben, vous n'êtes pas pieds et poings liés jusqu'à la fin de votre carrière d'avoir un seul et même métier. D'autant plus demain où on se dit que 65% des métiers dans les quelques années à venir n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, vous aurez encore plus à avoir de la flexibilité que nous, on a pu la vivre il y a 20 ans. Et donc, je pense que c'est être curieux, se former en permanence, être à l'écoute de son environnement, créer du réseau et puis après se faire plaisir. Parce que je suis intimement liée que moi, la performance après dans l'entreprise, eh ben, elle est liée à nos collaborateurs. Et quand on a des collaborateurs qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie, eh ben, ça permet de pousser tout. Je voudrais rajouter quelque chose. Un point extrêmement important, à mon avis, comme l'a dit Anne-Gaëlle, l'évolution des métiers se fait à une vitesse phénoménale. Une des clés aussi de votre réussite dans votre parcours professionnel sera de toujours être à l'écoute en interne et à l'externe. Je m'explique, vous endormez pas sur vos lauriers. Ce n'est pas parce que vous avez atteint une fonction qui vous intéresse que vous devrez vous dire, bon ben voilà, maintenant j'ai mon petit confort, je vais continuer comme ça. Vous devez toujours être à l'écoute parce que l'entreprise peut évoluer, le marché peut évoluer. Qui nous aurait parlé du 4.0 il y a 5-6 ans? Personne. Le Lean, c'était pareil, on n'en entendait pas parler. Donc, ce que je voudrais partager par rapport à mon expérience, c'est que vous devez toujours vous écouter ce qui se passe au sein de l'entreprise pour être prêt éventuellement à répondre à un besoin de votre employeur. Quentin l'a dit, ben, une opportunité, il a sauté dessus. Moi aussi, j'ai eu plusieurs opportunités, j'ai sauté dessus, mais parce qu'on était à l'écoute de ce qui se passait. Des fois, on ne viendra pas vous chercher. C'est à vous de vous montrer et de démontrer que vous voulez cette fonction. Et puis aussi, être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire des évolutions technologiques, des nouvelles façons de travailler. Vous devez anticiper. Si je prends mon exemple, le Lean, quand on m'a proposé de prendre le Lean, il n'y avait peu ou pas de formation en interne chez SKF, parce que SKF démarrait. Ben, j'ai dû me prendre en main pour faire des recherches sur Internet, pour démontrer aussi que j'avais envie de le faire. Donc, ce n'est pas parce que il peut y avoir un risque, c'est que quand vous aurez votre diplôme, vous direz c'est bon, maintenant j'ai passé l'étape la plus importante, on va dire c'est facile. Non, vous serez toujours challengé, vous serez toujours en concurrence, vous devez toujours vous remettre en question pour essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à ce que votre entreprise vous demandera et aussi par rapport aux évolutions de marché. Et c'est là tout l'intérêt, hein. C'est justement d'être en constante remise en question, savoir sortir de sa zone de confort. C'est ça aussi, et c'est
aussi de cette manière qu'on prend du plaisir, je pense, au quotidien dans les différentes missions qui nous sont confiées. Donc, c'est être curieux, effectivement, se tenir informé aussi de l'extérieur, faire de la veille technologique, enfin, être ouvert, à l'écoute, ouvert et pas s'endormir sur ses lauriers, mais voilà, toujours chercher à se développer parce que bah, c'est ce qui fait qu'on avance au quotidien, à mon sens. Alors nous sommes, vous êtes pas loin d'une centaine dans la salle à suivre la conférence. Il y a également des questions via le chat. Alors, notamment 3, donc je vais les citer. Est-ce que SKF travaille dans l'aéronautique? Est-ce qu'il y a des domaines purement liés à la spécialité matériaux? Qu'est-ce que c'est que le line? Voilà. Super. Je prends la première sur l'aéro et je vous laisserai répondre aux deux autres, Franck et puis Quentin. Donc l'aéronautique, on a effectivement, donc c'est un des secteurs dans lequel on travaille. On a 3 sites qui sont dédiés à l'aéronautique en France, donc on est très représenté dans ce secteur en France. Un à Valenciennes qui s'occupe de créer des roulements qu'on appelle de super précision, des roulements qui sont destinés aux moteurs. Après, on a un site à Lons-le-Saunier qui, lui, développe des roulements, des rotules et aussi des bielles en composite pour toutes les structures. Et puis, on a un site à Valence qui est un site R&D et qui propose aussi des tests parce que vous imaginez bien que dans l'aéronautique, il y a des tests extrêmement importants et des contrôles qualité très forts. Et donc, il y a des développements R&D à la fois pour le site de Valenciennes et le site de Lons-le-Saunier dans le Jura pour développer toujours de nouvelles possibilités dans ce secteur d'activité. Je peux prendre la deuxième question concernant les matériaux. Oui, bien entendu. Pour faire des roulements, il faut de la matière première, c'est-à-dire de l'acier. Donc, on a des personnes et des services qui sont dédiés à la recherche sur les matériaux pour pouvoir continuellement s'améliorer. On a entre autres un centre de recherche en Hollande qui est dédié entre autres pour ça, pour faire des tests. On a sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, comme je l'ai dit, un laboratoire qui fait énormément d'analyses métallurgiques, aussi bien soit pour répondre à des homologations, soit pour lié à des problèmes qualité, et puis aussi un peu de recherche. Et puis, comme l'a dit Anne-Gaëlle, il n'y a pas que l'acier dans les roulements, il y a du plastique, il y a des composites. Donc, en fonction des sites, si vous prenez l'aéronautique en France, le site de Lons-le-Saunier et de Valenciennes donc, sont plus dédiés sur la partie composite. Et là aussi, nous avons des personnes, ingénieurs techniciens, qui travaillent sur la recherche en matériaux plus liés au composite. C'est une méthode de travail développée par Toyota au cours du XXe siècle pour permettre à Toyota de pouvoir optimiser ses ressources humaines, mais aussi matérielles et machines, pour pouvoir produire le plus efficacement possible. Et donc, c'est basé sur un objectif, faire la chasse au gaspillage. Donc, quand on déploie le Lean, pour toute opération, que ce soit dans un atelier, mais aussi dans un bureau, on se pose la question, est-ce que l'activité que je fais répond aux besoins clients et est-ce que je peux l'optimiser? Donc, pour ça, il y a pas mal d'outils différents. Peut-être que vous avez entendu parler du 5S qui nous aide à organiser un poste de travail de la façon la plus optimum. Il y a des activités comme les Value Stream Mapping qui permettent de visualiser un flux production, mais aussi des flux d'informations dans les services supports et ensuite se poser des questions étape par étape. Qu'est-ce que l'on peut améliorer, optimiser ou supprimer? Donc voilà, il y a pas mal d'outils différents qui sont utilisés. C'est un peu une boîte à outils et qui sont utilisés de plus en plus dans les entreprises pour pouvoir aider les entreprises à optimiser leurs processus. Et à nouveau, ce n'est pas que les processus en production, mais ça s'applique aussi dans tous les services supports, ressources humaines, méthodes, achats, etc., pour pouvoir améliorer la productivité des entreprises et garder la compétitivité par rapport à la concurrence.
Très bien. Melvin, est-ce que vous avez une autre question à ajouter ou l'un de vous trois à rajouter un élément? Pardon, non, je n'ai pas de questions à proprement parler. Alors, on arrive sur la fin. Moi, en tout cas, je tiens à vous remercier tous les trois. Vous êtes passionnés et passionnants. Voilà, donc les centaines, pas loin de 100 personnes qui étaient dans la salle de conférence. Alors, vous avez encore quelques instants si vous voulez poser une question via le chat. Je rappelle que cette visio sera disponible d'ici fin de semaine, à mon avis, sur le site Polytech Paris-Saclay en replay. Voilà. Et puis sinon, on se retrouve à midi pour la conférence suivante. L'écran dans la salle de conférence va se couper. Ça va être noir pendant quelques instants quand on va finir cette conférence. Et puis on enchaîne sur la suivante. Voilà, donc ne bougez pas si vous êtes intéressé pour suivre. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter à vous trois? Sinon, en tout cas, d'avance, on vous remercie en notre nom à tous les trois. Merci beaucoup à vous, un énorme merci. C'était passionnant. Ben, merci à vous. Nous, c'est toujours un plaisir. Et voilà, je pense que on aime aussi faire partager aux jeunes ce qu'on a vécu. Et il ne faut pas oublier que toutes ces personnes, et merci d'avoir été aussi nombreux à nous entendre, eh ben, vous êtes nos futurs collaborateurs de demain. Donc, c'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir échanger, vous donner quelques pistes de ce que nous sommes et ce que l'on fait. Donc, merci beaucoup. On est là toute la journée avec d'autres collègues qui sont, pendant que certains sont ici, d'autres sur le stand. Aussi sur le stand en train de répondre aux questions. Donc, merci encore. Et je ne sais pas, Quentin ou Franck, si vous avez un mot de la fin particulier. Le mien, c'est le leitmotiv à garder toujours, c'est faites-vous plaisir. Et c'est, selon moi, ce qui est primordial dans une carrière professionnelle. Voilà. C'est un petit peu dans le même esprit pour moi, c'est que vous allez toujours trouver des opportunités et toujours trouver des moyens de faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez une bonne vision de ce que vous voulez faire, vous pourrez toujours faire ce que vous voulez. Posez-vous les bonnes questions et il n'y aura absolument aucun souci pour prendre du plaisir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et pour ma part, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi le métier d'ingénieur. Ça va même au-delà de mes espérances en termes de diversité, responsabilité. Et j'espère qu'un jour, nous aurons la possibilité, en tant qu'anciens de Polytech, de pouvoir vous rencontrer physiquement et retourner dans nos anciennes écoles pour partager notre expérience. En tout cas, j'ai apprécié aussi énormément la formation que j'ai eue à l'école d'ingénieur Polytech et ça m'a énormément aidé. Eh bien, un énorme merci à vous trois. Merci. Bonne continuation et puis donc prochaine conférence donc à midi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci.